langue arabe, origine andalouse. Interprétation algérienne. À quel point l'arabo-andalou est profondément algérien aujourd'hui. Je suis venu en France aussi, j'avais le besoin de garder ce lien avec la musique andalouse. Carrément, on va marginaliser cette musique, il n'y a plus personne qui va en suivre cette musique. Quand on est un petit peu curieux, j'ai vu le banjo, je voulais savoir comment jouer le banjo. Haja Lachelik, je veux voir Haj Qasim Brahim. Il dit peut-être vous êtes trompé, peut-être c'est Nali, c'est pas Brahim. Non, c'est Brahim. Pourquoi? Parce qu'il a un mandat. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nesna, le podcast du collectif DayZ. Alors comme vous le savez, on ne le dira jamais assez, le collectif DayZ, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir et à mettre en avant les cultures, là où les cultures algériennes en France et à l'étranger. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir aborder un des aspects culturels de l'Algérie qu'on n'avait pas abordé jusque-là, évidemment la musique et les musiques algériennes au sens large. Et l'une d'elles qu'on a la chance de pouvoir aborder aujourd'hui, qui est la musique arabo-andalouse, à travers notre invité qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, Brahim Hadj Kassem. Merci, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, Adi. Eh ben, bienvenue Brahim et merci encore de nous faire l'honneur d'être présent. Peut-être, comme d'habitude, j'ai une première question toujours introductive pour lancer cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, Brahim Haj Qasim, natif de Tlemcen, résident en France depuis 2004-2005, chanteur, interprète de musique arabo-andalouse. Et bien sûr, j'ai d'autres casquettes dans la vie quotidienne. J'imagine. C'est très bien, vous avez évidemment introduit par votre ville d'origine, Tlemcen, qui est un peu en fait la ville berceau aujourd'hui qui porte cet héritage de cette musique arabo-andalouse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le fait d'avoir grandi dans cette ville a nécessairement favorisé pour vous cette attache pour cette musique et introduit celle-là dans Absolument, donc musique arabo-andalouse, donc langue arabe, origine andalouse, interprétation algérienne. Et comme Tlemcen était une capitale, c'est la capitale des Iyérites pendant presque 3 siècles, donc à la chute de la dernière grande ville de l'Andalousie, Grenade, donc les musulmans ont quitté l'Espagne et bien sûr se sont dirigés, comme c'était une civilisation qui a duré presque 7 siècles en Europe, se sont dirigés vers les grandes villes, au Maghreb, entre autres Tlemcen. Donc ils ont ramené leur civilisation avec eux. Et bien entendu, après, il faut voir qu'il faut qu'il y ait une adaptation entre civilisation andalouse, arabo-musulmane, et la civilisation locale algérienne, tlemcenienne. Voilà. Donc, il y a musique andalouse. Quand on parle musique andalouse classique, c'est-à-dire on parle de la nouba andalouse. Et l'adaptation, c'était le haouzi. Parce que le haouzi, c'est quoi? C'est beaucoup de poètes très connus, d'origine andalouse ou berbères ou algériennes ou autres, qui sont nés à Tlemcen et qui ont ce qu'on appelle le poème populaire. Donc, qui ont créé cette nouveauté qui est intermédiaire entre l'arabe littéraire et le dialecte qui était utilisé à Tlemcen à l'époque. Et ce qu'on appelle le haouzi. Et comment, au-delà du fait que donc cette ville porte cet héritage culturel, c'est tombé dans votre histoire à vous, dans votre enfance? Alors justement, j'allais en venir parce que quand on dit que le haouzi il est d'origine de Tlemcen, ça veut dire qu'automatiquement, il a été porté par les familles tlemceniennes. Donc, ça veut dire que dans toutes les familles, à Tlemcen, à Mandrouma et ses environs, automatiquement, on trouve un instrument de musique dans la maison. Alors, s'il n'y a pas un instrument de musique, au moins, il y a une derbouka, quelque chose de percussion. Et pendant les fêtes, les célébrations des fêtes religieuses, la rencontre des familles, des cousins, des cousines, donc il y a toujours les grands-pères, les grands-mères, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui crée de l'ambiance avec les chants traditionnels et tout. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les instruments traditionnels. D'accord. Donc, nous, en tant qu'enfants,
on commence un petit peu à naître sur ces coutumes, ces traditions, et on commence à apprendre. Et après, ça dépend. Donc, je sais que on est tous des mélomanes à Tlemcen. Donc, même si on ne pratique pas cette musique, mais on suit cette musique, on a des notions sur la musique andalouse et sur le Haouzi, ça c'est sûr. Donc, d'autres qui ont eu la chance de faire partie des associations culturelles, il y en a, c'est à Tlemcen, en Algérie. Donc, ils ont appris à jouer un instrument de musique. Et après, tout dépend. Donc, ceux qui ont appris, c'est comme un sport, juste un passe-temps, et après, il y a des études, il y a la vie quotidienne, on passe à autre chose. Et ceux que, par Muksu ou autre chose, c'est devenu une profession après. Voilà. D'accord. Donc pour vous, vous direz que c'est d'abord le mektoub ou il y a eu un instant qui a été le déclic pour vous dire, «Je vais, approfondir», Pas du tout, pas du tout. Moi, c'est dire chez nous, alors je vous ai donné un cas général chez les familles tlemcenaises. Alors chez moi, c'est-à-dire, on a mis une guitare et on avait une derbouka. Et bien sûr, les petites derbouka, là, c'est le moulid. On a tous, chaque moulid, on nous achète des petites derbouka comme ça pour créer de l'ambiance. Donc le papa, là, il chantait bon, à la maison avec les familles, la grand-mère, mon oncle et tout. Et nous, en tant que petits, donc, on aimerait bien toucher un petit peu les cordes, voir comment ça se passe. Et lui, bon, la priorité pour lui, c'était Dibla. Lui, à l'époque, les conditions n'étaient pas favorables pour faire des études, vu les circonstances de l'Algérie, comment elle vécu et tout. Donc, pour lui, il n'a pas eu un diplôme supérieur. Il faut que ses enfants aient un diplôme. Donc, il a tout fait, œuvrer pour nous faciliter les Quelque chose. choses, ouvrir la voie pour qu'on aille le plus loin possible pour les études. Et il savait très bien que juste une étude, c'était difficile. Donc, à l'époque, il avait un esprit ouvert. Donc, il nous a inscrits pour faire du sport. On a tous fait du sport. Et en même temps, pour les enfants, apprendre la musique. Donc, chez nous, quand il voyait qu'on était un petit peu saturé, on apprenait beaucoup, on travaillait beaucoup, il y avait beaucoup de devoirs et tout, il dit voilà, prends la guitare, joue un petit peu 5-10 minutes, fais un petit tour et reviens pour reprendre. Alors, pourtant, il n'était pas diplômé, hein. Et après, mon grand frère Mohamed, il, il a adhéré à une association qui est très connue à Tlemcen, c'est l'association Ramlatan. Et c'est l'une des premières associations créées en Algérie. Et de fil en aiguille, voilà, il y avait mon frère Omar Cadet aussi, moi, on est parti avec des petites associations à droite et à gauche et on commence à apprendre à jouer des instruments Donc ce sont des associations musicales? musicaux, D'accord. exactement. On joue la guitare, après on est un petit peu curieux, j'ai vu le banjo, je voulais savoir comment jouer le banjo. Donc le papa Lahmou, il m'a acheté un banjo. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai acheté à l'époque, c'était le centre commercial Prise Unique à Tlemcen. Et le banjo, il est lourd par rapport à notre instrument de musique. Donc, je l'ai porté du centre-ville jusqu'à ma maison et j'avais mal au bras parce que j'avais 11 ans à l'époque. Mais j'étais très content parce que j'ai acheté un banjo, c'était pour moi. D'ailleurs, en 82, moi je suis né en 69. J'ai adhéré à une association qui était créée par l'Éducation nationale à Tlemcen, ce qu'on appelle l'académie. Ils allaient dans les écoles, j'étais au lycée, au collège, ce qu'on appelle l'école moyenne en Algérie. Et voilà, ils proposaient aux élèves de faire des cours de musique. Et j'avais 10 ans avec mon frère Omar, donc j'ai adhéré à une association. Et le professeur qui nous enseignait le chant arabe-andalou, c'était Nouri Kofi, qui est très connu en Algérie. Donc je l'ai connu. Donc dès le début, il y avait la touche professionnelle. D'accord. Donc j'ai appris avec lui pendant 2-3 ans. Après, tellement qu'il a vu que j'étais très motivé avec mon frère. Alors moi, je chantais bien, je voulais apprendre. Voilà, j'étais pressé. Il m'a proposé de participer avec lui. Il y avait à l'époque une émission de télévision très connue. Bon, il y avait une seule chaîne qui débutait à 17h et qui clôtura à minuit. C'est pas comme maintenant. Il y avait une émission très connue à l'époque en Algérie qui s'appelait Ras Douanaï. Alors, Ras Douanaï, c'est le nom de Noubès en Algérie. Et Ras Douanaï, c'est spécialement pour mettre en avant les grandes figures de la musique arabe andalouse. Donc, c'était à l'époque Haj Mohamed Fagani Lachemont, Haj Mohamed Ghafour, donc les grandes musiques, les grandes figures. Et après, ils sont passés à la relève, donc c'était Nouri Kofi. Il m'a proposé, moi et mon frère Ahmad, de participer avec lui dans cette émission-là. Donc, on était des musiciens. L'enregistrement l'a fait à l'hôtel Ziri pendant 2 nuits.
Et c'était mon premier cachet que j'ai touché à l'âge de 12 ans. Voilà. D'accord, OK, D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un mandat postal. d'accord. Donc, c'est le facteur qui vient à la maison, donc il demande, la maman Allah yarhamha, c'était en 82-83, quelque chose comme ça, donc j'avais 12 ans, 13 ans. Et il vient, il lui dit: «El Hadj Allah yakhlik», parce qu'on connaissait les facteurs, voilà. Il y avait une relation. Mmh. «Hadj Allah yakhlik, je veux voir, Hadj Qasim Brahim». Donc il y avait un mandat pour moi et un mandat pour mon frère Omar. Elle lui dit: «Peut-être vous êtes trompé», parce que mon père s'appelait Allah yarhamou Ben Ali. D'accord. Il lui dit: «Peut-être c'est Ben Ali, c'est Mmh. pas Brahim». Mmh. «Non, non, non, c'est Brahim». «Pourquoi?» «Voilà, parce qu'il a un mandat». Bon, elle était étonnée que Brahim il a un mandat et il lui a expliqué que voilà, c'est la télévision algérienne et c'était mon premier cachet. Le début de la vie Voilà, professionnelle, musicale. OK, incroyable, exactement. belle Voilà. anecdote. Et après, je sais pas si je continue là, Oui, c'est je vous en prie, oui, très bien bien. sûr. Donc après, Nouri il est parti s'installer à Alger. Mmh. Et mon frère Mohamed nous a proposé, moi et mon frère Omar, de faire partie de l'association Ramata. Mmh mh. Je suis pas resté longtemps parce qu'entre-temps, j'ai croisé un autre nom connu à Tlemcen qui s'appelait Fouzi Kalfat, qui est un grand chanteur aussi tlemcenien. Après, il a créé l'association Ahbab Cheikh Abdel Messari. Et c'était, je me rappelle, au lycée polyvalent, donc il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'interlycée. Il y a un lycée de la wilaya de Tlemcen, un lycée d'une autre wilaya. Il y a un concours. Donc les questions sur différentes disciplines, différentes matières. Il y avait aussi des présentations culturelles, théâtre, musique. Et nous, c'était tous les musiciens qui étaient lycéens à Polyvalent. On s'est regroupés pour présenter quelque chose. Et Fouzi Kalfa, qui était notre chef d'orchestre, bien sûr, il a vu que j'avais une belle voix. Voilà, il m'a proposé le solo. C'est moi qui a fait le solo. C'était télévisé en 85. Et là, il me propose de changer d'association. Donc, il m'a débauché de Ramnata. Donc, je suis resté juste une année avec l'association Ramnata. Et il m'a proposé de faire partie de l'association Cortobia dont notre maître Salah Boukli était le chef d'orchestre. Et je suis resté avec Salah Boukli jusqu'à présent. En fait, les associations, ce sont une forme d'école de formation finalement où vous avez, Exactement, pu exactement. peaufiner votre art? Exactement. C'est-à-dire, on apprend beaucoup de nouveaux, on apprend du house, on apprend beaucoup de choses, voilà. D'accord. Et l'avantage qu'on a eu aussi, notre génération, c'est qu'on apprenait des maîtres. Et il y avait aussi des enregistrements d'autres maîtres qu'on n'a pas eu la chance de connaître, comme Cheikh Redouan Abdelsari, comme Abdelkrim Dali, comme Cheikh Abdel Mstari. Donc, à Tlemcen, il y a beaucoup d'enregistrements. Et chez toutes les familles, on trouve les enregistrements. Donc, à l'époque, c'était sur des bandes magnétiques. Et c'était précieux, hein, c'était dans une bibliothèque bien rangée et tout. Et à l'époque de la numérisation, donc, on a essayé de faire passer tous les enregistrements de bande sur les CD. Donc, chez toutes les familles à Tlemcen, on trouve des CD de Nouab, de Cheikh Redouane, parce que déjà Redouane, c'est un grand maître de musique arabe andalouse, pas que l'école de Tlemcen, parce qu'il chantait un peu de tout. Les enregistrements qu'on a reçus de Redouane, c'est tout seul avec un instrument. Donc, il y a Redouane avec Rhodes, Redouane avec piano, Redouane avec reverb. Et tout ça, c'est grâce à des personnes qui étaient en contact avec Redouane Ben Sarri et qui nous ont permis de faire ces enregistrements, tels que Yahya Al-Ghoul Allah yarhamou, d'autres familles tlemceniennes qui étaient installées à Casablanca. Voilà, donc on a eu cette chance-là. Il y avait le présentiel avec notre maître, nos maîtres. Il y avait aussi des enregistrements qu'on a reçus par des mélomanes qui sont installés à Tlemcen ou ailleurs. D'accord. Peut-être avant d'aller sur la suite de votre histoire, comment est-ce que vous expliquez qu'une ville comme Tlemcen continue, de porter cet héritage culturel de cette musique très fort qui est quand même très ancienne? En fait, bien que évidemment c'est une musique qui a été, soumise à des influences culturelles diverses, arabes, amazighes, évidemment initialement andalouses. Comment se fait-il que cette ville incarne toujours, et continue de transmettre cette musique? Qu'est-ce qui fait que les Algériens sont habités par une telle musique? Alors justement, à un moment donné, on pensait que tellement qu'on a connu les grands maîtres comme Haj Mohamed Belfargani, comme Ventoval, Belsouni, Ahmed Serri, Khaznaji, Alger, Ghafour, Abdelkrim Dali. C'est-à-dire, quand cette génération est partie, on pensait qu'il n'y a plus de relève. Et on s'inquiétait pour cette musique. En plus, l'arrivée de d'autres influences musicales, Mapaï, Chabi, Lulu, Rai. Il y a eu beaucoup d'influences chansonnettes, c'est-à-dire que quand on parle de Nouba, Nouba, c'est 1 heure.
Alors qu'il y a 1 heure, il y a une chansonnette 3-4 minutes, ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné, on s'est dit que c'est bon, c'est-à-dire que là, on va vers euh, pas la chute, mais carrément, on va marginaliser cette musique. Il n'y a plus de personnes qui vont suivre cette musique. Et alhamdoulilah, c'est-à-dire, il faut dire que les associations, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on l'a, je ne vais pas dire moderniser, mais plutôt adapter cette musique par rapport aux jeunes. Parce que sincèrement, maintenant, les jeunes sont, euh, ils sont exigeants. Ils veulent une musique de c'est bonne qualité de son, une pratique instrumentale à la hauteur, technique et tout. Donc, c'est plus avant, c'était dans les associations, c'était juste, il y avait promouvoir et faire passer le patrimoine aux nouvelles générations. Après, c'était non, apprécier cette musique. Donc là, on a commencé un travail, c'était, je pense, les années 90 à Tlemcen, c'est-à-dire l'enregistrement des Louba par toutes les associations. Il y avait un projet. Donc, toutes les associations à Tlemcen, bon, à Tlemcen, pas Tlemcen, vite, toute la wilaya, hein, sont passées dans un studio d'enregistrement chez Faisal Khalfat et ils ont enregistré des Nouba. Donc là, on avait une Nouba avec une bonne qualité de son. Voilà. Et ça a commencé à évoluer. Et même les jeunes commençaient à être, c'est-à-dire pour eux, ça fait partie de la culture. Et les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une nouvelle mouvance, c'est-à-dire que tout ce qui est algérien, que ce soit culinaire, que ce soit musical, que ce soit culturel, tout. Voilà, c'est dit, il y a une attache, Une on revendication. essaie de revendication, on essaie de comprendre, on essaie de, voilà, de s'accrocher, on essaie aussi de promouvoir tout ça. Et c'était bienvenu et c'était très positif pour la musique arabe andalouse. D'ailleurs, moi, je suis très content quand, pardon, j'anime des soirées, que ce soit en France ou en Algérie, et je vois pratiquement 70%, 80% du public sont des jeunes. Avant, on disait que non, c'est juste la génération, les anciens, les vieux, et c'est pas le cas. Alors, des jeunes qui connaissent les morceaux et qui chantent avec nous aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Super. Bah, ça me fait une belle transition, sur cette question de la transmission puisque donc au début vous l'avez dit, au début des années 2000, vous êtes venu vivre en France, vous installer en France, et pour autant vous vous êtes, jamais détaché, hein, de cette attache à cette musique et donc vous avez continué à non seulement la pratiquer, mais en plus rentrer dans cette logique de transmission. Alors vous allez nous en parler, vous avez créé une association, d'apprentissage de la langue arabe à travers la musique arabe Exactement, andalouse. Est-ce que vous exactement. pouvez nous en parler un petit peu et dans quelle démarche ça s'inscrit? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une personne c'est Sofiane Awalia, qui était directeur des centres d'animation de 13e arrondissement. Et c'est un Algérien qui est très motivé, qui fait beaucoup de choses pour sport, culture, musique, tout dans tous les domaines. Et il m'a proposé de créer un atelier musique arabe andalouse chant. D'accord. Et l'idée, c'était apprendre l'arabe, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes ou Maghrébins ou des Français qui veulent bien apprendre cette langue, mais apprendre la langue arabe à travers la musique arabe andalouse. On a créé un atelier et pour ça, j'ai créé une association que j'ai appelée à l'époque Nouba, association Nouba. On a travaillé pendant plusieurs années au 13e arrondissement d'ailleurs, chaque année, fin d'année, on faisait une prestation pour présenter ce qu'on a fait pendant l'année. Et donc pourquoi avoir tenu à justement, entretenir ce lien et cette transmission de cette musique, y compris, depuis Paris? Alors, c'était pas juste un lien pour transmettre, parce que quand je suis venu en France aussi, j'avais le besoin de garder ce lien avec la musique andalouse. Bon, il y avait des raisons que je suis installé en France et je voulais pas me détacher complètement de cette culture. Donc, c'était une façon de voir la musique andalouse, mais autrement. Voilà. Parce que parfois, un artiste il a besoin d'avoir des idées, de rafraîchir son répertoire. Et pour moi, c'était une occasion. C'est pour voir un petit peu les tendances, qu'est-ce qu'ils veulent les Occidentaux. D'ailleurs, à l'époque, j'ai fait un grand spectacle à l'Institut du monde arabe. Alors, complètement différent avec ce qu'on faisait en Algérie, hein. C'était autre chose. C'était présenter un projet, expliquer le projet, présenter les textes. C'est le programme, les textes, les traductions. Alors qu'en Algérie, on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Donc, j'ai commencé à apprendre à travailler autrement. Voilà. Et
essayer de connaître un petit peu le public qui vit en France, que- quelles étaient ses demandes. Qui était différente du coup du public, Complètement différentes, oui. d'accord. Ouais, l'approche était complètement différente parce que ils apprécient la musique, ok, mais ils aimeraient bien comprendre le sujet, Le sens, ouais. voilà, le sens, le texte, de quoi ils parlent. Donc là, ils nous demandaient aussi des traductions. D'accord, intéressant. Et comment on vit, donc cette pratique d'une musique qui est quand même très ancrée, dans l'Ouest algérien, mais pas uniquement en fait, toute l'Algérie, aujourd'hui, écoute, de la musique arabo-andalouse. Comment le fait de le vivre depuis Paris, ça a aussi, nourri votre perception de la musique et votre pratique? Absolument, c'est que, voilà, c'est que, alors quand on vient, c'est-à-dire qu'on doit adapter notre, alors, c'est-à-dire chaque artiste, il a une façon de voir, une vision pour la carrière professionnelle ou ce qu'il donne pour le public. Alors, quand j'étais à Clemson, donc c'était le public tlemcenien. Donc, je travaillais pour le public tlemcenien. En plus, je faisais beaucoup de mariages, D'accord. beaucoup énormément de mariages. Tlemcen, après, c'est devenu l'Ouest algérien. Donc, je travaillais à Tlemcen, à Sidi Bel Abbas. Donc, il fallait adapter mon programme par rapport à ça. Quelques années après, donc c'était Alger. Alors, Alger, le répertoire, il est différent. Et imaginez l'Algérie, je passe en France. Donc, chaque fois, donc ça demande essayer de comprendre le public, qu'est-ce qu'il cherche, et bien sûr, adapter, travailler, trouver aussi des idées pour adapter notre programme par rapport Aux à notre attentes? public, et tout en restant dans un cadre culturel, traditionnel et andalou. D'ailleurs, quand je suis invité maintenant, après tant d'années, quand je fais des spectacles en Algérie maintenant, chaque fois on me fait la remarque que le concept il est différent depuis que je suis venu en France. À chaque fois, vous arrivez à vous renouveler, à proposer de Exactement, nouvelles c'est choses? l'idée, c'est que chaque spectacle doit être différent du spectacle précédent. C'est-à-dire que même si, par exemple, alhamdoulilah, récemment, c'est-à-dire, je fais plus une date, par exemple, Ramadan, j'ai 2 dates, consécutives au théâtre régional d'Oran. Donc si jamais une personne qui vient assister au premier spectacle et revient au 2e spectacle, le programme, il est différent. OK. Et ça demande du travail, bien sûr. Forcément. Bah, tout à l'heure, on m'avait un peu coupé l'herbe sous les pieds en parlant des nouvelles générations. Justement, j'avais une question à ce sujet, c'est comment, continuer à transmettre une musique qui porte autant d'histoire, à une nouvelle génération qui est davantage portée sur des formats musicaux plus courts, et où j'avais plutôt tendance à penser qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui allaient, porter, un tel style musical. Donc vous aviez l'air de dire que finalement non, la jeunesse s'est complètement emparée, du Exactement. sujet. Quelles sont les tendances que vous sentez justement vis-à-vis de cette jeunesse? Comment est-ce qu'elle donne un nouveau souffle aussi? Elle permet l'innovation? Alors, tout d'abord, on a bien expliqué à cette jeunesse que quand on dit musique andalouse, c'est pas une musique qui fait dormir ou très lente ou non, et qui est très longue. C'est ce qu'ils pensaient. C'est pour eux, musique andalouse, c'est lent. Il faut comprendre, il faut avoir un certain niveau. Non, c'est pas ça. On a bien essayé de faire passer le message. Et puis, il faut comprendre aussi que dans nos spectacles ou dans les concerts, on n'est pas obligé de présenter une nouba d'une heure. Pour ne pas être très lourd, pour être un truc, léger. Et on peut prendre, si on peut expliquer, c'est une nouba, par exemple, Zidane. On va pas en présenter tous les mouvements. Sharia, Darj, Nsaraf, Khalis et puis voilà. Et la fois d'après, on va faire un autre mouvement. D'accord. Et pour essayer d'alléger un petit peu les choses. Et là, le message, il passe, que c'est normal, c'est comme un élève qui est devant son professeur et il y a pendant 2 heures que des nouvelles notions, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien du tout. Il ne peut pas assimiler tout ce qu'on lui donne. Donc, à chaque fois, moi, c'est-à-dire quand je prends le Nouba à Zidane, si j'ai fait par exemple cette fois-ci le Tahir, la fois d'après, je vais donner un Dash. La fois d'après, je vais donner le Saddar. Et comme ça, ils vont comprendre que c'est les mouvements les plus longs dans une Nouba. Nous, ça l'a fait une Khalas, il n'y a pas de problème. Ça marche très, très bien. Donc D'accord. là, ils ont compris que la Nouba n'est pas aussi complexe qu'on le pensait. C'est Et même, structuré. par exemple, quand on parle de moderniser, donc il y a des jeunes qui reprennent juste un mouvement. Par exemple, Tahir qui lui plaît, ou l'Enclave Yakel Beflihal, ou quelque chose comme ça. Ils vont essayer de faire des arrangements, ils vont l'interpréter autrement avec des instruments modernes et tout, et ça marche. Et ça fait partie de la musique andalouse toujours. On n'est pas obligé de présenter 1 heure, 4-5 minutes et ça marche.
Est-ce que c'est, une musique qui s'exporte bien au-delà de la communauté algérienne, qu'elle soit en Algérie ou en France? Est-ce que vous avez réussi à porter, la musique arabo-andalouse dans d'autres cercles, culturels? Alors, je vais vous donner juste un exemple que j'ai vécu dernièrement. En mois de mai, j'étais invité en Algérie à une ville qui s'appelle Roat. C'est juste à côté de Ain Madé, ou le berceau de la Tariqa Tijani en Algérie. Il y avait un festival, c'est la 12e édition du Festival international du Samadini. Ils ont invité 21 pays, d'accord? Et j'ai eu l'honneur de représenter l'Algérie avec que du madh, du sama et tout. Alors, la première remarque, c'est que les pays arabes ne connaissent pas très très bien notre musique arabe-andalouse algérienne. Alors, quand je dis musique andalouse, haouzi, tout ce qui est ce qu'on appelle jid, sama et tout. Alors, ils étaient étonnés, pas que pour le chant, musique ou parole, non, même avec les rythmes. Ils sont venus nous voir dans les coulisses. On n'a pas compris ce rythme, on comprend pas ça, on connaît pas ça, donc et pourtant, c'est dire normalement, il y a un grand travail à faire par rapport aux pays arabes, c'est très bien. Maghreb, il y a pas de problème, la Tunisie, Maroc, Libye, on se connaît, Mmh. il y a des points en commun, il y a pas de souci. Mais au-delà, il y a des choses à faire. D'accord. Il y a des choses à faire. Je pense que cette décennie-là, c'est plus simple d'organiser un spectacle en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs que d'organiser quelque chose au Moyen-Orient. Plus simple, hein. Ouais, c'est Parce que intéressant. qui dit Moyen-Orient, donc on connaît la tendance, c'est le grand chanteur libanais, le Chapaï Marati et tout qui sont connus, ou c'est la chanson live. Donc il n'y a pas encore, bon, il reste du travail à faire, mais il n'y a pas encore une ouverture pour essayer de mettre en avant la musique traditionnelle, classique algérienne. C'est un travail que vous avez commencé à impulser avec, Oui, vos ce associations? n'est pas Ouais. encore facile à faire, c'est-à-dire ce qu'on a fait dans le temps avec, par exemple, le Canada. Le Canada aussi, il y a eu une fermeture. Et depuis 4 5 ans, par exemple, moi, chaque année, j'ai une date à Montréal. D'accord. Il y a une grande communauté qui vient des États-Unis, du Canada, un peu partout et tout, et ça marche très très bien. Donc là, il faut créer. Donc on commence avec les petites salles, 200 250 personnes. Après, si ça marche, soit quand on agrandit la salle, soit qu'on fait 2 dates. D'accord. Après, donc, il y a Haj Hassan qui représente l'Ouest. Peut-être qu'on va appeler un autre chanteur connu qui représente le centre, un autre qui le représente l'Est, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut commencer ce travail aussi pour, je sais pas moi, le Qatar, Émirats, Saoudi. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire parce que je sais que ça va marcher. Ça Bah, va marcher. très intéressant, ça m'amène à une autre phase et une autre dimension dans toute l'histoire que vous portez et toute votre expérience dans cette musique-là. Qu'est-ce que vous anticipez dans l'évolution maintenant que va devenir en fait, cette musique arabo-andalouse avec ces nouvelles générations qui apportent beaucoup de nouveaux éléments, qui ont envie aussi de l'exporter potentiellement? Depuis quelques années, il y a les mêmes questions qui reviennent. C'est que, est-ce qu'on a besoin de transcrire cette musique? On n'a pas besoin de transcrire. Heu, Parler, c'est bien, mais je pense qu'il faut passer à l'acte parce que transcrire cette musique avec des notes, du solfège, c'est très important pour sauvegarder cette musique. C'est important. Il y a une science, il y a une technologie, il faut l'utiliser. Après, utiliser cette transcription sur scène, donc ça, c'est autre chose parce qu'on a bien compris qu'il y a eu quelques expériences. On a trouvé que, je me rappelle, je pense pardon, des années 70, il y avait un grand chef d'orchestre en Algérie je pense, s'appelait Salim Abdouahab. Il a essayé il a écrit le Noubar Zidane, et ils l'ont interprété avec, comme une musique universelle. Et quelqu'un qu'on discutait, il m'a dit: «C'était trop juste, Trop juste. trop juste, voilà. D'accord, 40 musiciens, trop juste». Alors que notre musique, elle a besoin d'être un petit peu, d'accord. pas fausse, mais on a besoin de mettre un état d'âme. C'est-à-dire que le ressenti du musicien, on doit le ressentir à travers son instrument. C'est-à-dire tout en gardant le squelette, Mmh. de la phrase musicale. Mmh. Donc réellement, notre musique, elle a besoin d'être transcrite pour être, sauvegardée, mais pas pour être, interprétée sur scène. Donc ça, c'est une première chose. Après, voilà, il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Alors enregistrer pour garder là dans certains, parce qu'il y a eu quelques expériences en Algérie. Ils ont enregistré beaucoup de coffrets de musique arabo-andalouse, les 3 écoles et tout, mais aussi il faut les mettre,
je pas à la disposition de tout le monde, quoi. Parce que ça ne sert à rien d'enregistrer, de les laisser juste dans des bibliothèques et tout. Il faut les mettre à la disposition, pourquoi pas des plateformes. Voilà. Un jeune, qu'il soit algérien ou je sais pas, occidental ou qui connaît même pas cette musique, donc il a droit un petit peu de chercher, de trouver et d'apprécier cette musique. Heu, à quel point, cette musique donc qui est aujourd'hui, a son centre névralgique dans l'ouest algérien, à quel point elle porte cette identité algérienne à quel point, l'arabo-andalou est profondément algérien aujourd'hui? Musique andalouse, il y a une différence entre tout ce qui est interprété en Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Il y a des points en commun, c'est sûr, mais il y a des spécificités par rapport à chaque pays. Et après, moi, je suis pas contre qu'un Tunisien interprète un morceau algérien, un Algérien qui va interpréter un morceau libyen, il y a pas de souci. Mais il faut reconnaître l'origine des morceaux, voilà, tout simplement. C'est pas à nous, c'est des grands maîtres qui ont travaillé dessus. Donc, ce qu'on appelle le droit d'auteur, c'est très important. Voilà, c'est du domaine public, certes, mais il y a le droit d'auteur. Et après, voilà, c'est-à-dire, on essaie, pour moi, je trouve que changer ou ramener des sonorités, de nouvelles sonorités, c'est pas très important. Le plus important, c'est l'exécution. On a la chance d'avoir de jeunes musiciens qui exécutent d'une façon extraordinaire les instruments de musique. Extra. Moi, je connais les bouloud, kamanja, percussion, ney, qanoun, ils sont extraordinaires. Donc, si on arrive à les réunir et faire des enregistrements, c'est extra. C'est extra. On apprécie beaucoup mieux cette musique. Et qu'est-ce que c'est la suite pour vous? Est-ce que vous avez des actualités, musicales, des concerts qui arrivent, peut-être aussi des travaux en cours avec des associations, Toujours des spectacles en France, en Algérie et ailleurs. Mais le plus important, c'est de passer à une autre phase, c'est commencer l'enregistrement. Donc là, vient de finir, on a déjà enregistré une nouvelle et on est en train de réfléchir comment la mettre à la disposition du grand public, mais d'une façon actuelle, voilà. Par exemple, parce qu'il n'y a plus d'éditeurs, ça ne s'arrange plus les CD maintenant, par exemple, clé USB, pourquoi pas, avec un livret, avec des textes, les traductions, peut-être même la transcription des morceaux comme ça, on sort du fait que c'est algérien, c'est devenu un truc qui est international. Et donner l'occasion à tout le monde de prendre connaissance des sens de musique, l'apprécier et peut-être l'interpréter après. OK, très clair. Bon, on va pas tarder à arriver à la fin de cet échange. Nous, le pardon, la devise du collectif des Z, c'est, «Célébrons l'algérianité». Et donc à travers, notre échange aujourd'hui, on a pu parler de la musique arabo-andalouse, de votre histoire à Tlemcen et de cette histoire musicale qui est portée par, tous les groupes associatifs que vous avez mentionnés. Mais pour revenir à l'essence même, de ce podcast, donc votre algérianité, pour vous, c'est quoi, l'algérianité? C'est un tout, c'est un tout. La façon de parler, le dialecte, la tenue, musique, culture, comportement, tout. Voilà, voilà. C'est très important. Voilà. 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 Non, c'est un bon mot de la fin. Et c'est la fin de cet épisode de Nesna. On espère qu'il vous aura plu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à tous nos réseaux sociaux, Collectif DayZ sur Instagram, TikTok. Et juste avant de vous quitter, on vous propose un petit interlude musical, puisqu'il n'y a rien de mieux que l'exemple après tout ce qu'on a évoqué. Donc, J'ai choisi un texte de Saïd El-Mendassi de Tlemcen. Voilà. merci beaucoup. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع الأقوال
وصغالي ما قالوا مهل ولا تعجل ومن صبرنا له يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن للعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله صبر على المحال حتى يفرج الله صبر على المحال حتى يفرج الله. Merci. Merci beaucoup, Red. Merci beaucoup. Je voulais pas me détacher complètement de cette culture et essayer de connaître un petit peu le public qui vit en France, quelles étaient ses demandes. D'accord. Ouais, l'approche était complètement différente. خايف يا المحبوب تغلى وتتملك